Alors, avant de revenir plus en détail sur un exemple d'attentat commis par le FLN, justement pour terroriser la population algérienne, non, la population, pardon, d'origine européenne à Alger, il faut savoir aussi que le FLN pouvait pratiquer des exactions pour justement essayer de lutter contre l'influence française au sein de la population algérienne. Par exemple, le fait de fumer des cigarettes, était vu comme une influence néfaste des Européens, donc certains Algériens pouvaient se retrouver avec les lèvres ou le nez coupé, puisqu'on aspirait ou on crachait la fumée par les lèvres ou par le nez. Donc couper les lèvres et le nez, c'était comme ça, on mourait pas, hein, mais la personne à qui on avait fait ça montrait à tous les autres qu'ils avaient intérêt d'arrêter de fumer. Donc vous voyez, le FLN ne s'en prenait pas qu'à des Européens, il s'en prenait aussi aux Algériens pour lutter contre l'influence française. Il pouvait aussi, le FLN, aller exiger des villages algériens qu'en quelque sorte ils subventionnent la rébellion. Évidemment, les villages avaient tout intérêt à le faire, parce que s'ils ne le faisaient pas, eh bien, ils s'exposaient à des exactions du FLN. Et malheureusement, parfois, le FLN a aussi commis des exactions extrêmement violentes et horribles contre les populations algériennes, hein. Il y a notamment un village où plusieurs centaines de villageois ont été massacrés tout simplement parce qu'ils soutenaient un parti indépendantiste algérien, mais qui n'était pas le même que le FLN. C'est-à-dire que le FLN n'était pas l'unique parti indépendantiste algérien ou mouvement indépendantiste algérien, il y en avait d'autres, et qui entre eux se faisaient une concurrence sans merci. Le FLN étant le plus puissant, il a éliminé petit à petit tous les autres. Et donc des populations qui lui étaient pas forcément favorables, eh bien, ont été massacrées, encore une fois, pour servir d'exemple pour les autres. Donc je vous dis, c'était une guerre particulièrement atroce, et il serait beaucoup trop simpliste de dire c'était des Algériens qui s'opposaient à des Français. Non, il y avait des Français qui défendaient les Algériens, il y avait des Algériens qui défendaient la France, il y avait des Algériens qui se battaient contre des Algériens, il y avait des Français qui se battaient contre d'autres Français. Quoi, j'exagère un petit peu en disant battre, mais en tout cas, l'opinion n'était pas unanime dans les deux camps. Donc là, vous avez un exemple que vous pouvez voir d'un acte terroriste qui a été, je dis terroriste parce que je me place du côté des autorités françaises, mais pour les Algériens, ça serait un acte de résistance. On entend bien, hein, un terroriste est un terroriste pour l'armée qui occupe un pays, mais est un résistant pour ceux qui veulent s'en libérer, hein. Je vous rappelle juste au passage que pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux que nous appelions les résistants, hein, donc les Français qui ont été glorifiés après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands et la milice de Pétain les appelaient des terroristes, car par définition, un terroriste essaye d'obtenir des buts politiques en faisant régner la terreur. Mais la qualification de terroriste n'est qu'une qualification en fait très subjective. On peut être vu d'un côté comme un héros, de l'autre côté comme un terroriste. Donc ici, en tout cas, vous voyez que le FLN pratiquait ce qu'on appelle des attentats, et des attentats notamment dans des bars, qui étaient largement fréquentés par des Européens. Et ici, vous avez un exemple très célèbre qui s'appelait le Milk Bar, c'était une cafétéria. C'était situé au coin de la place Bugeaud, donc à Alger, dans un bar qui était très fréquenté par ceux qu'on appelait les pieds noirs, donc les Européens qui vivaient en Algérie, et qui étaient fréquentés par des Européens, notamment quand ils revenaient de la plage, donc avec des tenues légères, hein. Vous imaginez quand vous revenez de la plage, un maillot de bain, serviette, donc femmes, enfants, poussettes, tout ce que vous voulez. Et donc il y a une bombe qui a été disposée dans un sac par une femme qui s'appelait Zora Drif, qui est toujours vivante, hein. Et cette bombe a explosé et a causé en tout 3 morts et plus de 50 blessés. Alors des blessés assez horribles, hein, je vous passerai des photos. Je ne veux pas vous les passer, je veux dire, mais vous pouvez les chercher sur Internet. Plus qu'en fait, il y avait des grandes verrières dans ce bar et toutes ces verrières ont explosé. Donc vous avez eu des morceaux de verre qui ont volé dans tous les sens. Donc on a des enfants qui ont eu les membres décapités, hein, donc plus de bras, plus de jambes, qui ont été lourdement handicapés. Il y a eu des blessures assez atroces. Mais je vous dis, la personne, donc Zora Drif, qui a fait cet attentat, eh bien, évidemment, pour les Français, c'était une grande terroriste, hein. Elle a été d'ailleurs arrêtée. Dans un premier temps, elle devait être condamnée à mort.
Puis bon, finalement, les événements ont fait qu'elle a pu échapper à cela. Et plus tard, elle est devenue même sénatrice du gouvernement algérien. Donc c'est une personne très importante. Mais voilà le type d'événements qui pouvaient avoir lieu pour semer la terreur chez les Européens. Donc vous voyez, ça faisait la couverture de l'école d'Alger avec des photos du Milbar à l'appui en vous disant, en soulignant l'horreur du FLN. Alors le problème, c'est que cette situation, attentat, répression, torture, nouvel attentat, nouvelle torture, répression, ne cesse en fait, de s'amplifier et on voit que la France en fait, rentre dans un engrenage infernal, puisque chaque attentat entraîne une vague de répression, mais cette vague de répression va susciter, l'indignation et va gagner à la cause du FLN de nouveaux Algériens qui vont commettre de nouveaux attentats, qui vont entraîner une nouvelle répression via la torture par les Français ou des massacres, qui vont entraîner de nouveaux attentats, etc. Et la France ne sort pas de cette situation. Donc là, juste pour illustrer un peu la diversité des points de vue qu'il pouvait y avoir sur la torture et sur la guerre, et notamment sur la torture, je vous ai fait travailler, si vous vous souvenez, sur des extraits du film L'ennemi intime, où on voyait notamment deux personnages qui s'appelaient Berthaud et Terrien qui s'opposaient notamment sur la torture. Donc il fallait cliquer sur le lien, hein, je ne vais pas vous remettre la vidéo, vous êtes tous capables de le faire. Et on en arrivait à Berthaud, qui lui était là depuis un certain temps en Algérie et qui disait: moi, je ne fais qu'obéir aux ordres et je réponds à la barbarie par la barbarie. Sous-entendu, le FLN commet des actes barbares, donc moi, je réponds en commettant des actes barbares. Alors que Terrien, qui lui vient d'arriver un peu, il est tout frais, il vient d'arriver de France, il est plutôt pacifiste, donc lui, il est encore, entre guillemets, pur. Et il dit quand un ordre est moralement inacceptable, il faut le refuser. Sous-entendu, même si on vous ordonne de torturer quelqu'un, eh bien, vous devez le refuser. Et il répond à Berthaud, quand il justifie la torture, que ces pratiques sont aussi dégueulasses que celles du FLN. Donc, il s'oppose également sur les arguments concernant la guerre, c'est-à-dire est-elle justifiée ou pas. euh, Donc, concernant la guerre, pour Berthaud, l'Algérie, c'est la France. Et je vous rappelle, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de votre esprit que l'Algérie, c'était 3 départements français, que ces départements envoyaient des députés en France. Donc l'Algérie fait partie intégralement de la France. Et pour beaucoup de Français de l'époque, c'était ancré dans leur tête. L'Algérie, c'est la France. Donc Berthaud, il défend un peu cette idée dominante, que l'Algérie fait partie intégrante de la République française. Alors que pour Terrien, il compare la situation de l'Algérie et de la Tunisie qui, eux, ont été indépendants depuis 56. Et il dit que, puisque Berthaud dit que l'Algérie c'est la France, et bien alors il faudrait que l'Algérie donne, du moins que la France donne les mêmes droits aux Algériens, alors qu'ils étaient traités justement comme des sujets de l'empire colonial, alors qu'il faudrait plutôt qu'ils soient traités comme des citoyens, qu'ils soient traités finalement comme les citoyens français, et non pas comme des citoyens de second rang, c'est-à-dire des sujets, c'est-à-dire des gens qui sont soumis. Et donc Terrien dit que de toute façon, il faut négocier, puisqu'on a des Algériens qui veulent leur indépendance, il faut négocier avec eux. Et évidemment, Berthaud n'est pas d'accord avec ça. Donc ce qui est intéressant également dans ce film, L'ennemi intime, que je vous invite tous à voir, il est génial, j'adore ce film, c'est l'engagement des Algériens dans l'armée française. Alors, on a l'exemple justement d'un personnage qui s'appelle Saïd. Et lorsqu'on étudie l'extrait du film, toujours l'ennemi intime, eh bien, il raconte, il possède une cicatrice au visage et il raconte qu'il a eu cette cicatrice lors de la bataille de Monte Cassino. La bataille de Monte Cassino, elle fait partie de la campagne d'Italie lorsque les Alliés ont débarqué dans le sud de l'Italie, qui n'ont cessé de remonter la péninsule. Ils se sont heurtés à un monastère dans lequel étaient retranchées des troupes allemandes. C'était une bataille extrêmement terrible, hein, où les troupes des forces françaises libres se sont illustrées, notamment les troupes algériennes. Et donc Saïd dit: je me suis pris un coup de baïonnette, etc. Donc cela montre, à travers ce témoignage de Saïd, que de nombreux Algériens ont combattu dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale et se sont comportés de façon héroïque. Donc ces Algériens qui combattaient dans l'armée française étaient des soldats de l'armée française et sont restés soldats de l'armée française pendant le conflit, faisant partie souvent de ce qu'on appelait une Arka, hein. Une Arka, c'était un corps militaire composé de soldats algériens, d'origine algérienne musulmane,
Et ces harkis, donc, c'était des supplétifs de l'armée française, donc d'origine algérienne, et qui vont malheureusement, on va le voir un peu plus tard, avoir un sort particulièrement atroce. Alors, je vous posais également la question, toujours à partir d'un autre extrait de ce film, qu'ont fait les Félagas à sa famille et pourquoi? Eh bien, les Félagas, qu'est-ce qu'ils ont fait à la famille? Alors, d'abord, Félaga, ça vient du mot arabe, Fela. Un Fela en arabe, c'est un paysan. Donc, les Félagas, c'était un peu le nom que donnaient les Français aux soldats du FLN, parce que c'était bien souvent des paysans qui avaient appris un peu sur le tas à se battre et qui se battaient pour défendre leur cause. Eh bien, les Félagas, à la famille de Saïd, puisque Saïd combattait avec l'armée française, eh bien, les Félagas, ils avaient massacré sa famille, notamment pour essayer de le faire en sorte qu'il combatte avec l'armée française. Donc forcément, Saïd avait une sainte horreur des Félagas et souhaitait en quelque sorte se venger. Donc ça vous montre qu'il y avait des Algériens qui se battaient contre les Algériens. Donc, comme je vous avais marqué hein, dans la trace écrite, je vous avais mis pour l'obliger à s'engager dans l'armée du FLN, les Félagas ont égorgé sa femme et ses 3 enfants. Je ne sais pas si vous imaginez retrouver votre femme ou votre père ou votre mère ou votre mari égorgé, ainsi que vos enfants. C'est un truc à devenir fou. Donc, les Algériens qui étaient engagés aux côtés des Français dans la guerre d'Algérie, eux, ils voient la France comme la mère patrie. Je vous répète, certains font la comparaison que je trouve totalement inadéquate en disant oui, les Français, ils étaient occupés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les Allemands, ils sont arrivés en 1940, ils sont partis en 1944, ils sont restés 4 ans. La France était arrivée en Algérie en 1830, là nous étions en 1954, voire plus, voire 1957, 58. Donc il y avait une occupation de 130 ans, c'est-à-dire 4-5 générations. Il y avait des gens, c'était leurs arrière-arrière-grands-parents qui étaient arrivés en Algérie, donc ils se sentaient vraiment algériens. Il suffit de voir l'un des chanteurs français les plus connus qui s'appelle Enrico Macias, qui est un pied noir, qui a grandi en Algérie. L'une de ses chansons les plus célèbres, il s'intitulait c'était À ce qu'elles sont les jolies les filles de mon pays. Et mais quand il parlait de mon pays avec l'accent pied noir, son pays c'était l'Algérie. Pour lui, c'était sa patrie. Il ne connaissait pas la France. Et il y avait des Algériens qui avaient toujours grandi avec la France, donc ils se sentaient français. Certains, n'oubliez pas, il y avait quand même 20% des Algériens qui étaient allés à l'école. Et à l'école, qu'est-ce qu'on leur apprenait? Nos ancêtres, les Gaulois, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, etc. Donc certains avaient combattu dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc certains se sentaient français. On ne peut pas leur reprocher d'avoir choisi ce camp. Or, malheureusement, ça va leur être reproché, bien sûr. Après, c'est facile de juger après coup, aujourd'hui, de dire oui, ils n'auraient pas dû faire ceci, ils n'auraient pas dû faire cela, ce sont des salauds, etc. Bien sûr, avec du recul, on pourrait se dire ça. Et encore, il faut être capable de se décentrer, de se dire, mais ces gens qui étaient nés avec la France, qui avaient grandi avec la France, si la France était bien comportée avec eux, s'ils ne faisaient pas partie de ces gens, entre guillemets, qui étaient analphabètes, qui étaient soumis à la misère parce que la France ne les considérait comme des citoyens de second rang, eh bien, s'ils avaient été, entre guillemets, bien traités, qu'ils avaient servi la France d'une façon ou d'une autre, eh bien, ils pouvaient considérer que la France était leur patrie et qu'on ne les juge pas comme des traîtres. Bref, mais ça c'est un aparté. Donc ils se sont battus pour elle, certains, il y a à peine 9 ans. Nous sommes en 1954, la Seconde Guerre mondiale se termine en 45, donc 9 ans c'est rien. Donc pour eux, ils continuent de se battre pour la France en Algérie. Et puis aussi, certains Algériens, comme Saïd, refusent les pratiques du FLN. Parce que je vous dis, là, vous avez l'exemple, alors c'est un film, soit, mais c'est arrivé des dizaines de fois, des centaines de fois. Eh bien, pour le retourner, pour faire en sorte qu'il combatte avec le FLN, on égorge sa femme et ses 3 enfants. Alors évidemment que ces 4 personnes, au bilan, à la fin, on dira, ils font partie des morts algériens pendant la guerre. Mais il ne faut pas croire qu'ils ont été tués par des Français, hein. Bref, il y avait aussi des Algériens qui tuaient des Algériens. Euh, et donc, il refuse les pratiques du FLN, mais ce qu'il oublie de voir, c'est que les pratiques aussi sont horribles dans l'armée française. Alors, la scène de la cigarette, je la trouve très très intéressante. Toujours un extrait de ce film, L'ennemi intime, parce que donc là, Saïd discute avec un combattant du FLN. Donc, ce combattant du FLN, c'est un prisonnier, hein, un fellah, hein, donc un paysan combattant, hein, donc un félaga. Et ce combattant, il discute avec Saïd, donc qui lui est un harki, que finalement, il est comme cette cigarette, Saïd, que sa vie n'est ni d'un côté ni de l'autre. Elle est cramée des deux côtés. Il n'est plus algérien, puisqu'il combat avec l'armée française, mais il ne sera jamais français. Ainsi, la morale du film, comme je vous l'ai écrit, elle est dans ce face-à-face. Des deux côtés de la cigarette, le feu avance, et tous se feront griller. Chacun a choisi son camp. Le prisonnier, lui, va bientôt mourir, il va être exécuté par l'armée française, mais l'autre, le harki, Saïd,
Ben, il sortira pas non plus vivant de cette guerre, de cette histoire, puisque les Harkis seront abandonnés par l'armée française. Et une fois que la France quittera l'Algérie, eh bien, les Algériens se vengeront sur les Harkis et des dizaines de milliers seront tués dans des règlements de compte.